Bonjour à tous, bienvenue pour ce LFT de novembre. On va commencer ce matin un peu plus tôt que d'habitude. Des fois, on commençait à 9h45 ou 10h. Là, pour essayer d'avoir le maximum de talk possible, on démarre à 9h30 avec Nastasia qui va nous parler de l'écriture d'un livre, ouvrage tech, mais pourquoi faire. Je vais lui laisser tout de suite. Euh, la régie est très nombreuse aujourd'hui, c'est super, et mettra en favori vos questions pour qu'on puisse les poser à la fin. Et puis pour les gens présents en direct, ben, on fera passer un micro comme à l'habitude. Sur ce, bonne journée à tous et puis bon LFT. On m'entend? Ouais, ça a l'air de marcher. Super. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler, de l'écriture effectivement, d'un ouvrage technique, voir un petit peu, pourquoi faire ça? Puis avant de voir pourquoi faire ça, forcément, on va voir un petit peu ce que ça comprend. Alors petite présentation, donc je m'appelle Nastasia. Je suis, tech lead chez les maisons d'hôtes. Alors les maisons d'hôtes, c'est ceux qui s'occupent de la personnalisation et de la segmentation de produits qui, sont, un peu connus, dont on peut entendre parler, la recommandation et puis, custom segment, en fait, qui permet, entre autres, de faire de la publicité ciblée. En dehors de ça, je fais plein de choses, dans la vie comme tout le monde, parfois me mettre à l'envers, sur de la glace, dans de l'eau à 2 degrés. Et puis, aussi des choses beaucoup plus, pantouflardes comme, écrire. Et il y a peu du coup, en janvier, février exactement, j'ai, publié, à PageSpark, développé en Python pour, le big data aux éditions ENI. Et donc là, voilà, c'est une petite photo, première fois que je reçois, le livre et je voulais vous raconter un petit peu cette histoire. On puisse voir ensemble, mais en fait, pourquoi faire? Pourquoi écrire un ouvrage, technique? Est-ce que c'est pour être, riche? Bon, on en parlera un peu plus, mais clairement, non. Ne faites pas ça pour l'argent, vous serez déçus. Est-ce que c'est pour être célèbre? Non, toujours pas. Même si en fait, je pense que c'est quand même à nuancer, sur certains points. On va commencer en fait par se demander déjà comment est-ce qu'on arrive, jusqu'à la maison d'édition. Alors ce que je vais vous raconter, c'est forcément, mon histoire, personnelle. Il y a plein d'aventures et après j'essaierai de m'en tirer un petit peu plus, concrètement, c'est quoi une maison d'édition, comment ça marche et cetera. Comment ça a commencé pour moi? En fait, je ne saurais pas dire à partir de quand j'ai commencé à écrire. Ça fait, des années, et des années que j'écris, toutes sortes de choses. En fait, c'est assez courant en réalité quand on regarde, alors j'ai envie de dire les stats, mais en fait, je les ai pas en tête. Mais on est dans un monde, où il y a de moins en moins d'analphabétisation, bref, des gens qui savent écrire et du coup, il y a beaucoup de gens qui écrivent toutes sortes de choses. Si on se concentre un peu plus sur l'écriture professionnelle, j'ai commencé par écrire, pas mal de blog posts, donc pour Zvenica qui est mon ancienne boîte. J'ai écrit plein d'articles. J'ai écrit 3 articles pour, Bedrock, bon 1 pour M6 Web et 2 pour Bedrock en vérité. À un moment donné, je me suis même fait, mon blog, et puis, j'écrivais au moins 1 article par semaine, donc j'étais à fond, dans cette écriture-là. Puis je pense ma plus grande fierté, c'est que j'ai été publiée, dans, le magazine Programmé. Donc ça a commencé, comme ça, à écrire en fait, plein d'articles, de blog sur plein de sujets. Des fois, je racontais une aventure, des fois, j'expliquais comment marchait tel outil et cetera. Ma spécialité, en fait, c'est le fait de mettre, du machine learning en production. Heu Donc voilà, c'est souvent ce que je raconte. Du coup, quand j'écris des articles, ça va tourner, autour de ce sujet et en fait, je venais de démarrer, une mission dans une entreprise et en fait,
mon manager qui me dit: «Et tu ne ferais pas un petit guide pour nous raconter comment on peut mettre du machine learning en production?» En fait, le machine learning, on en entend beaucoup parler, comment tuer son modèle, les réseaux de neurones et cetera, un petit peu toute la hype, de l'IA, on va dire. On nous parle un peu moins de: «OK, concrètement, comment on met ça en prod?» Et en plus, c'est pas facile, hein. C'est pas facile à mettre en prod et quand on regarde, dans le monde du machine learning, ce qui va en prod, il y a une partie encore enfin, il y a une petite partie qui finalement qui va en prod alors qu'il y a beaucoup de projets, sur le sujet. Donc j'avais eu en fait, l'opportunité de travailler sur des sujets, des fois aussi de galérer et de ne jamais arriver jusqu'à la production et du coup, mon chef me dit: «Bah, voilà, ce serait cool si tu nous donnais un petit peu ce guide pour qu'on puisse démarrer». Et donc là, je démarre, et je me retrouve avec, 10 pages, en fait. Et en fait, ces 10 pages, c'était assez frustrant parce qu'à la fois, je suis en contexte professionnel où mes collègues, ils ont, d'autres chats à fouetter que de lire 10 pages. Comme on sait, comme les documentations sont parfois, consultées ou lues, je me suis dit: «10 pages, c'est mort, ça ne passera jamais». Et en même temps, j'étais très frustrée parce que 10 pages, j'avais l'impression d'être arrivée que c'était que l'intro de ce que finalement j'avais à raconter. Donc bon, pour les besoins de mon entreprise, j'ai transformé, ça en PowerPoint, que ce soit, plus digeste, où j'ai expliqué un petit peu, tout ce que contenait, grosso modo, ces 10 pages et au niveau de mon entreprise, je me suis arrêtée là. Ce guide finalement, c'était un PowerPoint et puis c'est tout. Et j'avais toujours ces 10 pages dans le pipe et j'avais vachement envie de raconter beaucoup plus que ces 10 pages. Du coup, je me suis dit: «Ben, OK, je vais me lancer». Et je me suis lancée en fait en me disant: «Ben, allez, pourquoi pas, cette fois-ci, je vais vraiment écrire un livre sur le sujet, du machine learning en production» pour essayer un petit peu, mon but c'était un peu de débunker, voilà la mode de l'IA et essayer de se dire: «OK, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement et comment est-ce qu'on y va?» Raconter un petit peu toutes mes aventures, voilà, qui ont marché, qui n'ont pas marché, il y avait le tout. Et je me suis lancée du coup, dans l'écriture, de ce livre. Donc ça m'a pris, pas mal de temps puisque ça m'a pris 1 an. C'était fait de manière hyper irrégulière. C'est-à-dire qu'il y a des fois j'ai beaucoup écrit, des fois j'ai peu écrit. À la sortie, dans la première version, ça se voyait. C'était pas très égal. Mais bon, je suis quand même arrivée à la fin avec, quelque chose au bout de ces 1 an et je me suis dit: «Ben, OK, très bien, qu'est-ce que j'en fais maintenant?» Et je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il faudrait que je le soumette à des personnes, pour qu'elles puissent me donner, des retours». Et c'est là que je suis rentrée dans une phase de bêta lecture. Alors la bêta lecture, c'est quoi? C'est un c'est un concept que finalement, en vérité, j'ai découvert après avoir fait ma phase de bêta lecture. Je connaissais pas le terme et je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé, connaître avant. La bêta lecture, en fait, c'est le fait de soumettre, votre ouvrage, à des lecteurs qui vont vous faire des retours, argumentés, détaillés. Enfin, ils sont pas là pour vous dire, c'est pas vos parents qui vont dire: «Ah, c'est trop bien», ou quelqu'un qui vous déteste qui va dire: «Non, c'est pas bien», mais c'est vraiment pour essayer de vous apporter des retours, constructifs. Il y a plusieurs formes de bêta lecture. En vérité, là, j'en donne 2, mais on peut, enfin, il y a plein de manières, de les voir. Vous pouvez trouver, des forums qui vont avoir plusieurs formules de bêta lecture. Vous avez aussi, la possibilité il y a des outils qui, permettent de faire de la bêta lecture et grosso modo, il y a un peu 2 choses dans la bêta lecture. C'est-à-dire, il y a un petit peu, les remarques de fond. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous en dites assez? Est-ce que vous en dites trop? Et puis il y a les remarques de forme. Bon, c'est est-ce que la forme, sert le fond? Est-ce qu'il y a pas, 10 répétitions, dans ce paragraphe et en fait, je suis saoulée d'avoir vu, le mot résultat, 10 fois? Ce genre de choses. Hem, Typiquement, moi, ma première phase de bêta lecture, j'ai fait n'importe quoi. Je m'en rends compte avec le recul. Hem, j'ai eu des super bêta lecteurs, des super retours, mais heureusement, il y en a un qui m'a dit: «Mais en fait, tu attends quoi de moi?» Parce qu'en fait, j'ai donné le truc en disant: «Bah, voilà» et le problème, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous faire des remarques
de forme. Donc c'est quand même utile parce que généralement, les erreurs de forme qu'on fait, on les fait dans tout l'ouvrage. Donc ça servira quand même, mais en fait, si vous n'avez pas déjà, travaillé le fond et fixé le fond, on va vous faire des remarques que peut-être vous allez dire: «Ouais, OK, c'est cool», mais vous n'allez pas pouvoir vous en servir tout de suite. Donc je trouve ça cool d'avoir ce concept et de se dire: «OK, en fait, c'est peut-être pas mal de commencer par le fond, c'est peut-être pas mal de commencer par la forme, d'ensuite, finir par la forme», ou en tout cas de savoir, ce qu'on attend d'une bêta lecture. À la fin de cette bêta lecture, du coup, correction, 2e version, et puis, je décide de les envoyer aux éditions ENI. Alors pourquoi les éditions ENI? Complètement par hasard, parce qu'en fait, j'avais un ancien collègue, je vois sur Twitter: «Ouais, je viens de publier, mon bouquin aux éditions ENI», et je me dis: «OK, très bien, et pourquoi pas, je l'envoie». Alors du coup, est-ce que mon manuscrit a été pris? Et non, il a il a pas été, accepté. On m'a demandé en fait, d'argumenter pourquoi, je voulais, publier ce livre, et on m'a dit: en fait, non, nous on ne publiera pas. Il ne nous intéresse pas». Alors on me l'a dit, avec les formes, mais c'était l'idée, et en fait ce qu'on m'a dit exactement c'est, «Des bouquins sur le machine learning, il y en a plein, et en fait, on n'arrivera pas à le vendre». Moi j'étais un peu frustrée parce que j'ai envie de dire: «Oui, mais le mien est pas comme les autres parce que, on apporte vraiment un vrai truc réel en production, et cetera». Bon, ça marchait pas. Ils estimaient, en faisant leurs études, que, ça ne se vendrait pas. Donc ils m'ont dit non. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils m'ont dit: «Est-ce que ça vous dirait pas, par contre, de faire une vidéo pour nous?» Une vidéo, j'étais en mode un peu surprise, une vidéo dans une maison d'édition, et en fait, c'est là où j'ai appris que finalement, les maisons d'édition, bon, Eni, c'est une maison d'édition vraiment technique numérique, font aussi des vidéos. C'est le cas d'Oreilly, par exemple, qu'on connaît peut-être aussi un peu plus. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, OK, pourquoi pas?» Je me lance, et puis après, j'essayerai, de voir si je peux pas, replacer plutôt un ouvrage, technique, d'une manière ou d'une autre, et effectivement, à la fin, en fait, ils m'ont dit: «Nous, ça fait 3 fois qu'on essaye de lancer, un livre sur Apache Spark, et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout avec les personnes qui prennent le sujet, donc on a ce livre, qui attend». Moi, j'ai dit: «Bah, OK, Apache Spark, effectivement, je bosse dessus, tous les jours, depuis, des années. Heu, bon, je me suis dit: «OK, j'en suis capable, j'y vais et je me lance». Alors si on fait un petit, bilan, de ce qui s'est passé, heu, finalement, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut, tout à fait, trouver une maison d'édition en se voyant, refuser un manuscrit. C'est pas parce qu'on a un manuscrit qui est refusé qu'on d'ailleurs, on ne trouvera pas ailleurs, ou alors qu'il ne pourra pas se lancer une aventure avec la maison d'édition. Ah oui, la deuxième chose, que j'aime bien dire un peu parfois par provoque, c'est que le livre est un produit marchand comme un autre. Alors ça va dépendre du type d'édition que vous allez choisir, mais en fait, quand vous voulez être publié dans une maison d'édition à compte d'éditeur, donc qui est comme une maison d'édition comme Eni, Gallimard, pour la fiction, ou Erol, encore pour du numérique, mais pas que, et en fait, ils veulent vendre, et c'est normal, c'est leur gagne-pain. Donc en fait, ils vont vous évaluer là-dessus. Vous avez beau avoir un sujet génial et vous dites: «Mais même si ça sert à 10 personnes, ça va être trop bien», ils s'en fichent, et c'est bien normal parce qu'ils ont des salaires à sortir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Alors je nuance quand même, ça dépend du type d'édition que vous choisissez. Grosso modo, il y a 3 types d'éditions. Il y a les maisons d'édition à compte d'éditeur, donc c'est le cas d'Eni, d'Erol, d'Oreilly. Alors j'ai pas mis des maisons d'édition de fiction qui sont parfois plus connues, mais Gallimard en fait partie, et cetera. Là, c'est la maison d'édition qui s'engage pour vous, qui prend les risques, et qui grosso modo, enfin vous ne payez rien dans une maison d'édition, et c'est elle qui va faire la diffusion, qui va faire la promotion. Il y a les maisons d'édition à compte d'auteur. Alors ça, en fait, c'est une arnaque déguisée. C'est pas toujours facile à discerner, justement. J'avoue que là, en tête, j'ai qu'un nom parce que je l'ai appris il y a pas longtemps, mais en vrai, c'est super difficile. C'est des maisons d'édition, en fait, vous allez payer. Vous allez payer, parfois 3 000 €, ou parfois vous payez qu'une partie, la maquette, et cetera. On vous, publie votre livre, mais après on ne le diffuse pas, on fait pas de promotion derrière. Donc en fait, c'est vous le client, en tant qu'auteur. Concrètement,
c'est de l'arnaque déguisée. C'est quelque chose à fuir. Surtout qu'il existe l'auto-édition. Et l'auto-édition, c'est là où vous décidez, c'est moi qui m'engage sur mon livre, même s'il touche 10 pecnos, c'est moi qui décide que ça touchera ces 10 personnes et j'en serai très contente. Donc là, vous avez plein d'outils sur le marché. Alors effectivement, il y a une part que vous allez payer, mais vous savez pourquoi vous payez. C'est vous qui faites votre propre aventure. Et dans un cas comme celui-là, le livre est un produit marchand comme un autre. Bon, ça dépend. Ça dépend, c'est vous qui mettez la valeur marchande que vous voulez. Alors, comment ça s'est passé pour valider le projet? En fait, il y a eu plusieurs étapes, puisqu'effectivement, c'était une commande, donc commande Apache Spark. J'ai fait une proposition d'étape des matières, avec laquelle on a discuté avec la maison d'édition. Je leur ai envoyé un chapitre, pareil, on a discuté. Ils m'ont fait des retours. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que s'il n'y a pas de retour, c'est qu'en fait, ils s'en fichent. Donc en fait, s'il y a retour, c'est que c'est plutôt constructif et qu'ils veulent aller quelque part. Et puis, il faut aussi que ça corresponde à leur ligne éditoriale. Donc qu'on soit en accord. Mais j'étais quand même, malgré tout, assez libre, mais il y avait une ligne éditoriale à respecter forcément. Troisième étape, c'est de définir la deadline. Alors là, je l'ai fait vraiment comme un techos de base. On m'a dit, combien de temps tu t'estimes? J'ai dit, je sais pas, les gens, ils font combien de temps? On m'a dit, en moyenne, c'est 5 mois. J'ai dit, ça m'a paniqué. Et j'ai dit, OK, je vais rajouter 1 mois. Voilà, 6 mois. Mais en plus, il y avait de l'argent à gagner si je respectais la deadline ou pas. Donc vraiment, total, ne faites pas ça chez vous, estimation à l'arrache totale. Et je suis partie sur cette deadline. J'ai fait beaucoup de choses à l'arrache dans cette aventure. Je pense que si je recommençais, ce serait différent. Mais voilà. Du coup, ce que j'ai appris, c'est que finalement, on écrit parfois un livre sur commande. En fait, je connaissais pas du tout ce système-là. Mais en fait, les maisons d'édition, quelles que soient les maisons d'édition, elles ont plein de projets, en vérité, où elles se disent: «J'aimerais bien que quelqu'un écrive là-dessus» et du coup, je suis partie là-dessus. Autre chose, la ligne éditoriale, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose, je pensais que c'était pas pour de vrai, je sais pas comment dire, mais que les maisons d'édition disaient qu'elles avaient une ligne éditoriale, mais j'en avais pas assez conscience. Par exemple, mon livre, du coup, l'ouvrage que j'avais écrit sur, le machine learning en production, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait aucune chance pour que la maison d'édition, ou presque, dans laquelle j'ai postulé, l'accepte. Parce qu'en fait, ils font des bouquins, quasiment que ça, que des bouquins tutoriels, en fait. Donc eux, c'est le genre de sujet où ça réfléchit un peu, ça c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. Alors que Erol, je pense que ça aurait pu plus les intéresser. Bon, j'ai abandonné ce projet, mais je me rends compte avec le recul que ligne éditoriale, c'est important et ça compte. Ah oui, sujet, la taille d'un livre, ça compte. Alors à l'école, on vous dit toujours, c'est pas grave, l'important c'est le texte qui soit intéressant et cetera et tout. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Pareil, un livre, il faut que ça se vende et du coup, en fait, on vous demandera, souvent une taille minimum et une taille, maximale. Et petite subtilité, pour avoir l'air de faire partie du milieu, c'est qu'on compte en signes, espace comprise au féminin. Là, vous gagnez des points. Je rigole, mais en fait qu'à moitié, cela dit. Et en fait, parfois, vous entendez parler de mots. En fait, ça, c'est l'édition américaine. En France, majoritairement, on parle en signes, en fait. Pareil, on ne parle pas en pages. Moi, je suis incapable de vous dire combien de pages il fait le livre à la sortie, combien de mots il fait. Par contre, je suis capable de vous dire le nombre de signes. Alors, une fois qu'on est parti, qu'on a tout validé, il y a le contrat. Je propose une petite étude de ce contrat. Il y a 3 étapes en fait dans l'étude d'un contrat. Il va y avoir d'un côté l'avance. Alors, vous n'avez pas forcément les 3 ensemble, ça dépend des maisons d'édition et de la formule. Mais grosso modo, vous avez souvent une avance. Donc ça, c'est que vous vendiez ou pas, la maison d'édition vous donne une certaine somme. Ensuite, vous avez le pourcentage. Donc là, c'est lié aux ventes. Donc plus vous vendez, plus vous allez gagner de l'argent. Après, voilà, c'est hors TVA, et cetera. C'est pas forcément le prix que l'on voit affiché sur le site. Donc, puis c'est des petits pourcentages, d'une manière générale dans le monde de l'édition.
Et puis, vous pouvez avoir d'autres avantages, comme moi chez Eni, je sais que j'ai une réduction sur les livres papier et j'ai la gratuité sur les livres numériques. Alors, dans la maison d'édition Eni, en fait, il y avait 3 choix possibles. Il y avait soit je prenais aucun avaloir, aucune avance, j'étais à 10 soit je prenais, 3 000 € d'avaloir et 0 pourcentage et puis il y avait la formule au milieu, 5 plus 1 700 € d'avaloir. Bon, bah, comme, j'avais tout fait à l'arrache, j'ai continué et je me suis dit: «Eh ben, choisissons celui du milieu, dans le doute, voilà, au moins, je me mouille pas trop». Je pense que c'était pas la formule à choisir. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Ce que je dis: «J'avais fait ça à l'arrache», j'avais quand même fait un petit calcul, c'est que j'avais dit: «OK, très bien, mais combien on va en vendre, en fait, des livres?» Et du coup, la maison d'édition me répond: 1 000 exemplaires prévus. Là, je fais mon calcul, je vois que tu hoches la tête, mais j'y reviendrai à ce petit chiffre. 1 000 exemplaires prévus, je fais mon calcul, je me dis: «En fait, c'est pas mal si je prends la formule du milieu. Finalement, je suis dans les clous et je peux même gagner plus, espérer plus de 1 000 exemplaires. Allez, on y croit, je me lance là-dedans» et je reviendrai après sur ce chiffre. Hem, Déjà, ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'en fait, le nombre d'exemplaires qui est prévu, comment vous allez être vendu, ça dépend de pas mal de choses et ça dépend aussi de comment vous allez être vendu et dans quelle collection vous allez être vendu. À PageSpark, ça a beau être, le langage, le framework pardon, le plus utilisé de la data, enfin je pense, hem, bah, c'est quand même un truc de niche. Et moi, au départ, j'ai failli finir dans la collection vraiment de niche, niche, niche. Et si vous êtes dans la niche, bah, vous êtes pas vendu de la même manière que si vous vendez, des trucs, tout public, surfés sur le web en toute sécurité. Bon, c'est un titre inventé, mais je pense qu'ils en ont, qui ressemblent, à ça. Donc en fait, ça varie pas mal. Donc voilà, ça, je m'en rendais pas compte, c'est que j'étais un peu naïve. Je pensais qu'un livre, il avait du succès uniquement s'il était bon ou pas bon. Pas du tout. Il y a des super livres qui, ont mis des années à marcher, voire des siècles, parce qu'ils étaient pas vendus et le contraire aussi, en fait. Donc c'est hyper important la manière dont vous allez être vendu et c'est aussi les choix éditoriaux. Par exemple, mon livre, il s'appelle Apache Spark, développé pour le big data. C'est très tech, ça aurait pu être, démarré en data avec Apache Spark. C'est pas le même public, c'est plus général. Enfin, ça dépend comment vous êtes vendu en fait, et comment vous décidez de vous inscrire, dans tous ces choix éditoriaux. Bon, on passe à la partie écriture. Donc là, je commence à écrire et ma maison d'édition m'envoie ce que j'appelle le template de la mort. C'est-à-dire qu'elle me dit: «Bah, c'est un ouvrage tech, donc il y a des tonnes de titres, de remarques, il faut respecter tout un tas de choses» et moi, bah, je suis sous Linux et en fait, le template, il est, sous Word. Il est prévu sous Word et bah, il marche pas si bien que ça sur LibreOffice. Donc j'ai vraiment, vraiment galéré là-dessus. Ça a l'air de rien, mais en fait, quand vous écrivez un ouvrage tech, vous vous arrêtez toutes les 2 minutes pour changer de style, hein. Donc franchement, ça a été hyper lourd. Mais bon, à la fin, j'ai réussi, après m'être arraché, les cheveux, j'ai quand même réussi à sortir quelque chose. Donc je me suis mis à écrire avec, alors en fait, je me rends compte que je mets routine, mais quand je regarde, je me dis que c'est pas du tout une routine. C'est juste que oui, j'écris tous les jours et j'écris à peu près dans ces proportions-là ou en tout cas sur ce livre-là, j'écrivais dans ces proportions-là, le matin. Donc là, bah, ça dépend, hein, ça dépend si je suis en télétravail ou pas, par exemple, si je gagne, 1 heure ou pas dans les transports. Ça dépend si j'ai eu la motive de me lever, et puis le soir, c'est pareil, ça va dépendre de tout un tas de choses. Mais concrètement, oui, ben, j'ai écrit, tous les jours, quasiment, tous les jours. Et en fait, c'est assez marrant parce que, ma sœur habite Toulouse et du coup, quand je devais faire, 5 heures de train, j'étais en mode: 10 heures d'écriture, dans le week-end, plus ceux que je vais réussir à caser le matin. Voilà, c'est quand même beaucoup de temps. Hem, alors voilà, justement, il y a l'opinion commune qui vous dirait: «Bah, ouais, quand on veut, on peut finalement». J'ai quand même envie de m'arrêter un petit peu, là-dessus. C'est que oui, c'est du travail et oui, c'est beaucoup de travail et finalement, ben, on peut se dire: «Ouais, il suffit de travailler, c'est bon, pour réussir». Puis, bah, déjà, il faut aussi en avoir envie. Et puis, chose hyper importante dont on parle pas toujours, c'est qu'il faut avoir un environnement et un esprit, qui soit disposé.
Je dis pas qu'il est pas possible d'écrire avec des enfants, mais personnellement, j'ai pas d'enfants. J'ai pas de parents à charge, j'ai un métier qui me permet de me dégager du temps et puis même mentalement qui me permet de pouvoir, faire, d'autres choses. Justement dans les clichés peut-être qu'on peut avoir sur le fait d'écrire, c'est qu'on va avoir un petit peu s'imaginer ça, on est devant sa feuille et puis, on écrit, ça coule, tout seul et puis, c'est superbe. En vrai, écrire, ça ressemble plutôt à ça. Ça, c'est mon pilou pilou qui est super confortable et dans lequel j'ai écrit, une bonne partie, de ce livre. En fait, j'écris en pyjama la plupart du temps. Donc bah, déjà, c'est une écriture enfin, c'est une aventure hyper pantouflarde. Et puis, il y a aussi le fait que, en fait, on pense toujours qu'on écrit quand on écrit, mais en fait, non. On passe aussi, beaucoup de temps, à faire des recherches. Donc sur la page Spark typiquement, bah, je me disais: «Oh là là, OK, tel concept dans Spark, comment ça marche déjà? OK, je teste et j'essaye de le tester sur un projet» et cetera. Donc il y a plein, plein de choses, en amont et puis il y a aussi, la correction. Honnêtement, je me demande si c'est même pas, plus important que le fait de lancer le premier jet. Donc voilà, écrire, ben, c'est une aventure cérébrale, en pantoufles et des fois on s'arrache la tête, sur certaines choses donc c'est pas forcément comme on peut l'imaginer ou comme du moins moi j'imaginais les choses et du coup, si je résume de l'écriture à la publication, ça a mis pas mal de temps. J'ai commencé l'écriture en janvier, j'ai remis le manuscrit, en novembre. De novembre à janvier, il y a eu plein de corrections, enfin d'échanges avec la maison d'édition. En vrai, il y en a eu aussi pendant l'écriture, mais moins. En janvier, j'arrive à la dernière correction et puis février, publication. Donc en fait, si on regarde bien, ça fait plus d'1 an. Alors il y a des fois des livres qui se font plus rapidement, mais malgré tout, ne serait-ce que pour aller de novembre à février, donc il y a une partie où finalement vous avez assez peu la main dessus, bah, ça prend du temps. Et ça aussi, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience, mais en fait, bah, des fois, il y a des personnes qui me disent: «Ça y est, c'est bon, le livre est envoyé à la maison d'édition». En fait, le livre, des fois, il va alors nous, on est dans la tech, donc il faut que ça sorte quand même assez vite, mais malgré tout, bah, c'est quand même des histoires de 6 mois, 7 mois avant que ça voie le jour. J'aimerais bien revenir sur une semaine, pas très drôle, qui est celle des dernières corrections. Donc avec Pascal, on parlait de relations de love-hate, par rapport au fait d'écrire un livre. Il y a eu une semaine où je vous avoue que j'avais plus que de la haine envers ce livre. C'est la semaine de la dernière correction. C'est en fait, ma maison d'édition m'avait dit: «Ben, il faut réserver une semaine à la fin où on envoie le livre avec, tout un tas de choses à revoir et il faut que vous soyez prêtes». Donc moi, je me suis dit: «OK, pendant cette semaine-là, je ne fais, rien». J'avais dit à tout le monde: «Non, non, je suis pas dispo, je suis pas dispo». Alors déjà, ils m'ont décalé la semaine parce qu'il y a eu du retard. Je me suis dit: «OK, j'accepte quand même» et en fait, ça a été vraiment très, très, très dur. Hem, Parce qu'en fait, j'avais pas assez, pris de recul par rapport à ce bouquin pour être en mesure de faire les corrections. Les corrections, en fait, si on résume, il y en a 2 types dans une maison d'édition. Il y a les corrections édito. Donc là, ça va plutôt être sur le fond ou quand ils ont des choses à vous dire et là, moi, j'ai reçu typiquement, mon livre avec peut-être 10 remarques par page, et j'étais pas du tout mais j'étais vraiment pas du tout prête à faire ça en une semaine et ça a vraiment été très dur. Et puis il y a les corrections typo dont ça, vous les voyez même pas et en fait, cette semaine, je pense que je l'ai trop négligée et c'est hyper dommage parce que, par exemple, je n'ai jamais relu, l'ouvrage tech final et je pense que je ne le ferai jamais parce que j'ai peur de ce qui est sorti de cette semaine, en fait. Il a fallu que je prenne des décisions très rapidement, beaucoup trop rapidement. Et en fait, c'est là où je pense que j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas fait bêta lire ce bouquin, en fait. On me l'a proposé, mais j'ai dit c'est là où je confondais la bêta lecture et la correction. J'ai dit: «Non, mais en fait, j'ai la maison d'édition qui s'en charge». Pas du tout, c'est pas la même chose. La bêta lecture, déjà, c'est le fait d'être relu par des pairs, donc c'est pas la maison d'édition, il y a pas la même pression et puis ça permet de prendre du recul. Je me rends compte que si j'avais eu ces bêta lectures avant, j'aurais pu dire: «OK, ben, ça dans la correction,
non, j'ai déjà essayé, je sais que ça marche pas. Ça, ouais, j'avais déjà un peu réfléchi, OK, j'y vais. Donc en fait, la bêta lecture, ce n'est pas de la correction, c'est pas la même chose, c'est une autre étape. Et la deuxième chose que je referais, c'est que, bah, voilà, j'ai rien négocié de mon contrat, heu, qui pour un dans l'édition numérique, on va dire, c'est les contrats sont assez raisonnables, mais malgré tout, s'il y avait une chose que vraiment je devrais négocier, c'est le fait que cette semaine, elle bouge pas, ou alors si elle bouge, c'est moi qui décide quand est-ce qu'elle bouge et 2, 1 semaine, c'est court, c'est beaucoup trop court. Bon, on a fini d'écrire. Aïe, bon, tant pis. On arrive à la partie publier. Voilà, c'est un moment qui est quand même assez agréable. Vous allez à la Fnac et puis, vous retrouvez, dans les rayons et c'est quand même pas désagréable. Petite victoire aussi, c'est que vous êtes en bibliothèque. Alors ça aussi c'est pareil, ça dépend quoi comme bibliothèque. Bibliothèque universitaire. Là, c'est la bibliothèque de la Part-Dieu, c'est la deuxième plus grande de France, donc bon forcément et à un moment donné, ils ont pas mal de bouquins, mais ça fait quand même toujours plaisir. Et arrive la partie de la promotion. Ça y est, il est publié et on se dit: «C'est fini». Ben non, pas du tout, c'est pas du tout fini, il y a encore des choses à faire. Il y a plusieurs manières de promouvoir, le livre, par les réseaux sociaux. Donc ça, la maison d'édition, bah, elle va faire pas mal de choses. Moi, j'ai essayé de faire des tweets et d'être un peu dans le truc, hein. Elle m'a proposé de réaliser 2 vidéos, donc bah, je les ai fait. Ça permet de promouvoir, le livre. Hem C'est mieux honnêtement si vous avez des conférences, liées au livre. Alors moi, c'était pas mon cas justement, c'est là où j'ai aussi négligé cette partie-là en me disant: «Bon, bah, c'est la maison d'édition qui va s'en occuper». En fait, si vous voulez vraiment avoir un grand succès, l'une des clés, c'est de se dire: «OK, pendant 1 an, je me fais des tonnes de conférences sur le sujet où je présente le bouquin et cetera». Bon, bah, moi, j'ai pas fait ça, hem, mais c'est une solution. Intervention scolaire, donc pareil, la ma maison d'édition, elle me fait intervenir, en milieu scolaire parce qu'en fait, bah, la cible, c'est quand même vachement finalement les universités, enfin, les gens qui se forment. C'est aussi nous, mais c'est quand même pas mal, des gens qui se forment. Donc voilà, leçon, numéro 11, bah, la promotion, ça dépend complètement de la cible. Je me rendais pas compte que j'allais intervenir en milieu universitaire et en fait, avec le recul, je me dis: «Bah oui, en fait, c'est logique». La promotion, c'est un effort de l'éditeur, forcément, c'est quand même pour ça qu'on passe par une maison, d'édition à compte d'éditeur, mais c'est aussi beaucoup, à la charge de l'auteur et ça, j'en avais pas conscience. Je sais que, par exemple, j'ai reçu une dizaine de livres et on m'a dit: «Ben, faut les envoyer à des journalistes». Ça m'a paniquée, mais comment ça, des journalistes? Enfin, je veux dire, en plus dans le numérique, j'en connais pas, en fait. Enfin, du coup, il y a quand même une partie qui repose sur vous et bah, on n'est pas tous égaux face à ça. Moi, j'étais un peu désemparée, j'ai fait, 2-3 tweets et puis bon, ben voilà, advienne que pourra. Hem, N'empêche que dans la promotion, je me rends compte de plein de choses, il y a plein de choses à apprendre, mais quand on me pose des questions, justement, des petites réponses, la version numérique, ça dépend des maisons d'édition, mais en tout cas chez Eni et chez beaucoup de maisons d'édition, ça fait moins toucher à l'auteur parce qu'en fait, ça se vend moins cher et du coup, ben, ça lui fait moins toucher. Acheter en librairie offre une présence à l'auteurice. Ça, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience non plus. On me disait: «Ouais, je peux t'acheter sur Amazon». Oui, oui, ça me fait pas de différence. C'est pas totalement vrai. Ça dépend ce que vous recherchez. Mais si vous recherchez de la promotion, en fait, le fait d'être dans une librairie où vous n'allez pas être physiquement, vous allez obliger la librairie à vous commander. Et du coup, quand vous allez ressortir un livre, la personne se dira: «OK, j'en ai déjà vendu un, donc j'en prends un». Bon, après, moi, je vous avoue que je vous donne tout ça, mais en fait, je trouve que c'est fatigant et personnellement, j'ai pas la force de faire ce genre de choses, mais je connais des personnes qui mettent en œuvre ce genre de stratégie. Alors, quand on en vient au résultat de tout ça, bon, résultat, il y a pas que ça, mais combien est-ce que j'ai vendu de livres? Alors, je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de 1 000 exemplaires prévis. Premier trimestre, pardon, 250. Alors là, je suis en mode: «C'est bon, les 1 000, on les fait, super, tu as bien choisi». Attention, voilà, c'est, la dégringolade, dès le deuxième trimestre. Alors je ne sais pas pourquoi je m'y connais pas assez, parce qu'effectivement j'ai pas fait assez de pub. Mais en fait les 1 000 exemplaires, je ne sais pas si on y arrivera, ça m'étonnerait beaucoup. Mais voilà, le résultat est quand même bon, tout relativement faible. En même temps, ça dépend avec quoi on se compare. Si on se compare avec Marlène Schiappa, tout va bien. Voilà.
Ah bon? Ouais, bon, je sais pas. Je ne sais pas. Alors et maintenant, du coup, donc si on fait le résumé, est-ce que j'ai fait ça pour gagner de l'argent? Bon, je vous ai affiché, les chiffres, hein. À un moment donné, j'ai essayé de m'amuser à calculer combien ça faisait au coût horaire. Franchement, c'est hyper faible. Je trouve que c'est au moins divisé par 3 le SMIC. Enfin, c'est un truc, voilà, faut vraiment pas le faire pour ça. Hem, pour être célèbre, ben non, non, je suis pas devenue une rockstar, même pas du numérique. Mais, par contre, je pense sincèrement que ça ouvre des opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, je suis pas du tout en recherche d'emploi, mais, demain, clairement, c'est quelque chose que je veux mettre sur mon CV et que je vais mettre en avant. Ça veut pas dire que vous êtes un cadre de ce que vous avez écrit, hein. Dans la page Spark, j'ai plein de trucs à apprendre, mais malgré tout, je pense que ça peut faire une différence. Bon, finalement, c'est pas vraiment pour être riche, c'est pas vraiment pour être célèbre. Bon, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça peut apporter? Voilà. Alors déjà, vous pouvez dire à vos parents: «Eh ben, j'ai écrit un livre», c'est quand même, une petite fierté. Mais bon, au-delà de ce petit troll, ça permet plusieurs choses. Déjà de partager son savoir. Avant, en fait, avant de publier ce livre, je donnais beaucoup de conférences et ben, j'aimais beaucoup ça. Donc c'est une manière différente, de partager son savoir. Voilà, c'est un peu plus, voilà, pantouflard, mais c'est intéressant. Faire sa veille autrement, parce que voilà, Spark, ça a beau être un framework que j'utilise tous les jours, en fait, il y a plein de trucs que je connais pas, qu'il faut que je gratte et cetera. Donc ça m'a permis, de vraiment, et ben, gratter certains concepts et du coup, à la fin, j'en ressortais, avec plus de choses. Bon après je reviendrai sur les limites de ça, mais j'en ressortais en tout cas à la publication, en ayant l'impression d'avoir un peu plus gratté dans Spark et je me sentais, plus confortable. Autre chose, découvrir un autre monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, malgré tout, j'ai quand même un peu l'impression d'avoir 2 métiers, même s'il y en a un qui me paye beaucoup plus que l'autre. Malgré tout, voilà, je j'ai pas juste été dev, dans ma vie, voilà, j'ai aussi cette expérience de la maison d'édition et cetera et je trouve ça plutôt intéressant. Et je pense que la chose que ça m'apporte le plus personnellement, c'est que voilà, comme je disais, ça fait longtemps que j'écris toutes sortes de choses et j'écris pas que de la tech et en fait, le fait d'avoir publié un ouvrage technique, moi, ça me donne beaucoup de courage pour me dire: «OK, je suis capable d'écrire d'autres choses» et d'aller jusqu'au bout, peut-être d'un autre projet et parce que ça m'a donné une routine déjà. Aujourd'hui, je continue à écrire, j'écris tous les jours. Ça m'a permis de connaître un peu les maisons d'édition, de comprendre un peu mieux comment ça marche et de me donner plus de légitimité et aujourd'hui, j'ai pas peur de dire: «Bah oui, j'écris un roman». Peut-être que ça ne donnera rien, mais ben, je me suis lancée sur un autre projet d'écriture, très différent, complètement différent, mais ça me donne un peu plus de force. Par contre, ce que ça m'a pas apporté, c'est l'envie de recommencer un ouvrage technique. Voilà. Je suis pas sûre que je recommencerai, ou en tout cas pas maintenant. C'était intéressant à faire une fois, 2, je suis pas sûre. Je pense que c'est surtout à cause de la fin où le rendu et ben, j'en ai peur en fait. J'en suis pas hyper satisfaite parce qu'il y a des décisions qui ont été prises trop vite et je suis pas hyper confort avec ça. Une expertise certaine en Spark. Alors voilà, ça m'a appris des choses sur le coup, mais aujourd'hui, en fait, c'est un peu le contraire. C'est que quand on parle de Spark dans la salle, je me fais toute petite en mode, «Putain, tu es censée savoir». Hem et en fait, pas tu sais pas forcément. Donc ça dépend comment vous le vivez, mais voilà, c'est pas absolument pas une garantie, d'expertise. Forcément, ça veut dire que vous connaissez votre sujet, mais c'est pas non plus une garantie d'expertise. Alors bon, bah, OK, mes parents, ils sont contents que j'ai publié ça, mais personne n'est capable de le lire. Ce que ça m'a pas apporté aussi, c'est une meilleure santé. Donc comme on voit, c'est un truc quand même assez pantouflard. On n'est pas là pour, enfin, c'est pas une aventure outdoor extraordinaire, et puis voilà, c'est pas l'épanouissement profond qui vous sort de votre zone de confort et cetera. On n'est pas sur ce genre d'aventure, même si je pense que c'est intéressant. C'est quand même une aventure différente. Et ben, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Nastasia. On a une question dans le chat et je pense qu'on va en prendre une pour pouvoir respecter nos timings.
et on laissera les gens venir te poser des questions aux pauses Ouais, ou à midi ça marche. s'ils en ont. On a une question, je vais laisser les autres à la régie l'afficher. Donc la question, c'est de Quentin. C'est comment tu résumerais ton expérience dans une maison d'édition? Je me suis auto-édité dans un domaine non tech et j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Alors c'est un peu vague, mais moi j'ai quand même plutôt une bonne expérience, globalement. Ça dépend sur quoi on se place, mais je trouve qu'une maison d'édition permet de faire aller le texte plus loin que ce qu'on aurait fait seul. Hem, Par contre, je pense comme beaucoup de gens, malheureusement, enfin, à la fois il y a plus de promotion que si en auto-édition, à la fois peut-être que j'en attendais plus. Merci beaucoup, Anastasia. On applaudit encore